Bonjour Simon Moss. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Près d'une semaine après le début de la guerre entre Israël et l'Iran et quelques heures après ces tirs de missiles contre l'hôpital Soroka à Beersheva dont nous avons parlé il y a quelques instants avec Pascal Zonshine depuis Jérusalem. Simon, quel regard est-ce que vous portez sur cette séquence majeure, sur cette guerre et cette séquence majeure dans la reconfiguration du Moyen-Orient ? Ce qui me dérange profondément, c'est quand on qualifie ce qui se passe de guerre préventive. Parce qu'en fait, quand on parle de guerre préventive, on insinue qu'il y avait un cessez-le-feu avant. On insinue que les choses étaient au beau fixe. Israël et l'Iran sont en guerre depuis le 7 octobre et même depuis avant. Mais si l'on devait trouver un casus belli, donc une cause de la guerre, c'est bien le 7 octobre. Donc, on est dans la continuité avec évidemment un niveau d'intensité, c'est une bataille décisive, mais on ne va pas expliquer que la guerre commence dès qu'une nouvelle bataille entre dans le champ de cette guerre-là. Donc, parler de guerre préventive, c'est signifier également une forme de provocation israélienne ? Bien sûr. On n'est pas du tout là dans le même cas de figure que pour la guerre des 6 jours. Je vous rappelle que pour la guerre des 6 jours, là, on était vraiment dans le cas d'une guerre préventive, puisque depuis la crise de Suez, les choses étaient relativement calmes et qu'il a fallu quand même attendre 11 ans, si je suis correct, donc 11 ans pour que les hostilités reprennent. Même si les manœuvres maritimes à l'époque de l'armée égyptienne avaient été considérées comme un casus belli. C'était ça le casus belli. C'était exactement ça le casus belli. Donc, la preuve. En effet, on a l'impression, vous me posez la question sur la reconfiguration des choses au Moyen-Orient, j'ai le sentiment qu'on est face là à la bataille finale. Israël a décapité le Hezbollah. Israël a très gravement, très massivement détruit le Hamas, ou presque. Israël s'en prend encore aux Houthis. Et peu à peu, à force... Le régime syrien est tombé. Le régime syrien est tombé. Et peu à peu, après avoir coupé les tentacules de la pieuvre, Israël s'en prend à la tête. Et forcément, c'est un peu plus spectaculaire que contre le Hezbollah, contre les Houthis. Et on est là véritablement en face, potentiellement, d'un prélude à une situation, je l'espère, de pacification et d'hégémonie sécuritaire d'Israël pour les 5-10 prochaines années. Est-ce qu'Israël doit aller plus loin ? On citait tout à l'heure cette déclaration du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, favorable, avec des mots bien choisis, à un changement de régime à terme en Iran, même si ce n'est pas l'objectif militaire premier de ces opérations. À mon sens, le changement de régime est intrinsèquement lié à la guerre contre l'armement nucléaire du régime iranien. Parce que si, après la crise que l'on est en train de vivre, le régime iranien tient, il aura compris que la seule chose qui le maintienne en vie, c'est la bombe atomique. Or, si les États-Unis, Israël en premier lieu, mais avec l'aide des États-Unis, finissent et achèvent une bonne fois pour toutes le régime islamique d'Iran, eh bien, le régime islamique d'Iran ne se relèvera pas. Or, s'ils ne le font pas, le régime islamique d'Iran fera la course à la bombe atomique dès que les choses se calmeront et se retrouveront dans la position intouchable qu'occupe aujourd'hui la Corée du Nord, c'est-à-dire une sorte de dissuasion ultra menaçante, extrêmement périlleuse pour Israël qui, et je le rappelle, menacé d'extinction. Pas de guerre, pas d'attentat, d'extinction absolue et totale. Simon, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la perception de cette crise, de cette guerre en France. Est-ce que l'opinion publique française partage, selon vous, de manière assez majoritaire, l'urgence de la menace, justement de la menace nucléaire, menace existentielle iranienne pour Israël, mais aussi peut-être pour le Moyen-Orient? On parle notamment de l'Arabie Saoudite ou des Émirats, et peut-être encore plus largement des intérêts occidentaux. L'opinion française, elle est toujours difficile à mesurer. Cependant, j'ose espérer en tout cas que la grande majorité des Français comprennent que quel que soit leur désaccord possible avec le gouvernement israélien, comprennent que lorsque la sûreté, l'existence même d'Israël est en jeu, on ne
tergiverse pas et on ne disserte pas sur les bienfaits du en même temps, sur les bienfaits de la désescalade, et que l'action menée par Israël est une action qui répond à une urgence vitale. Et donc, je pense que la grande majorité des Français comprennent et soutiennent, je l'espère en tout cas, Israël. Alors, on a un sondage sur le sujet qui a été publié hier, sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Journal du Dimanche. 87% des Français ne souhaitent pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Est-ce que c'est une manière aussi de soutenir l'action israélienne ? Même si ce n'était pas la question. C'était pas exactement la question, mais on se dit bien que si 87% des Français redoutent l'armement atomique d'un régime totalitaire et théocratique qui est le régime islamique, on imagine bien qu'une bonne partie d'entre eux voient d'un bon œil, un peu finalement comme les pays arabes sans le dire, voient d'un très bon œil les opérations israéliennes contre le régime iranien. Et évidemment que cette instabilité, quand on est dans un pays comme la France qui n'a pas vécu la guerre depuis 80 ans, que la moindre instabilité est perçue souvent avec beaucoup de frilosité, on le comprend, mais il n'y a pas de fumée sans feu et on ne parvient pas à des objectifs aussi importants, aussi vitaux, sans une phase sans passer par une phase d'instabilité. Sur le plan diplomatique, la France a soutenu assez vite la légitimité des frappes israéliennes contre le nucléaire iranien. Mais hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé à Israël de mettre, je le cite, urgemment fin aux frappes sans lien, selon lui, avec le programme nucléaire et balistique iranien. Il a également mis en garde contre un changement de régime. Quelle position d'équilibre peut-être cherche à tenir le président de la République ? Est-ce que vous le comprenez ? Alors, je vous trouve indulgent lorsque vous dites que la diplomatie française a soutenu la légitimité des frappes israéliennes, parce qu'Emmanuel Macron a quand même dit il y a 2 jours, si je ne m'abuse, qu'il saluait les effets des frappes israéliennes, mais qu'il dénonçait les frappes israéliennes. C'était il y a 2 jours. Ouais. Mais il y a 5 jours, le discours français était un peu différent, notamment dans la voix de Jean-Noël Barrot. Je ne l'ai pas entendu, alors peut-être que je me trompe, mais Emmanuel Macron, à mon sens, n'a pas... Jean-Noël Barrot a soutenu... Mais la diplomatie française, c'est avant tout Emmanuel Macron. Alors, Jean-Noël Barrot, évidemment... C'est le chef du Quai d'Orsay qui prenait la parole en l'occurrence. D'Orsay, mais celui qui décide... je pense qu'il y avait une unité de voix, en tout cas au début. Maintenant, il y a peut-être aussi le soutien de la diplomatie. Que j'ai vue dès le début, c'était la réaction de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui disait « Nous saluons... l'effort de dénucléariser le régime iranien, mais nous sommes contre ces frappes, nous sommes pour la désescalade. » En fait, Emmanuel Macron, il passe son temps dans les montagnes parce que son seul mot, sa seule manière de faire la guerre, c'est de pas la faire et de parler de désescalade. Hier, on était le 18 juin, anniversaire, non pas de la désescalade, non pas de la solution du contre-embrasement, non pas l'anniversaire du cessez-le-feu. Hier, on était le 18 juin et c'était l'anniversaire d'un homme qui s'appelait Charles de Gaulle et qui, quand l'heure sonnait de la survie nationale, eh bien, il ne s'embarrassait plus, il ne s'encombrait plus de quelques atermoiements, il se levait et il se battait. Et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, trahit justement cet esprit de la résistance que reflète aujourd'hui, qu'incarne Israël, encore une fois que je le redis, en lutte absolue pour sa survie. Simon, il nous reste une toute petite minute pour évoquer cette annonce du Quai d'Orsay hier, la mise en place de mesures pour accompagner les ressortissants français bloqués en Israël et en Iran. Ça passe notamment par la mise en place d'une plateforme téléphonique, mais pour l'heure, aucune opération de rapatriement n'est prévue en Israël ou en Iran. Est-ce que ça vous semble satisfaisant ? Alors, je crois qu'il y a quelques minutes, il y a eu une annonce de la part du Quai d'Orsay qui disait précisément que dès demain, il y aurait des bus qui seraient affrétés vers les frontières, vers l'Égypte, Sharm el-Sheikh et vers Amman en Jordanie, précisément pour répondre à cette crise. Cette crise, elle est inédite parce que l'aéroport Ben Gurion n'a jamais été aussi longtemps fermé depuis 1948. Donc, on a énormément de Français. J'en reçois, j'ai soumis sur Instagram un lien formulaire pour aider les Français qui se retrouvent aujourd'hui en Israël en très grande difficulté. J'ai des amis, j'ai des connaissances, j'ai des gens que je connais pas mais qui me contactent, qui me disent ma femme est enceinte, ma mère a le cancer, des situations dramatiques, et il faut absolument que le gouvernement français fasse tout, absolument tout pour réussir à rapatrier ceux qui sont en grande difficulté. Alors pour les personnes, et on va terminer avec ça, pour les personnes souhaitant quitter Israël, il faudra passer visiblement par la Jordanie et l'Égypte, alors que pour les personnes se trouvant en Iran, il faudra passer par la frontière arménienne ou turque dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Simon Mos d'avoir été avec nous. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant,
On peut retrouver cet échange sur Insta, notamment sur Instagram. Bon après-midi. Bon après-midi.